la guerre en Ukraine est passée au deuxième plan. C'est vrai que les opérations entre Israël et Gaza, contre le Hamas, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, ont provoqué une espèce de réaction mondiale qui fait que cette guerre entre Israël et le Hamas est devenue déterminante, d'autant que les conséquences de cette guerre au Moyen-Orient sont bien plus importantes que les conséquences d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc dans l'échelle des valeurs de la guerre, malheureusement pour les Ukrainiens, effectivement, leurs préoccupations sont clairement passées en deuxième niveau. L'Ukraine était toujours en une de l'actualité. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. En tout cas, en Occident, le président Zelensky lui-même l'a déploré dans une de ses interventions. Alors, en attendant, pour le moment, c'est l'hiver. On l'a vu, une énorme tempête vient de balayer le sud de la Russie et la Crimée. Des chutes de neige ont touché Odessa et ses environs. Pour autant, est-ce que la situation est figée d'un point de vue militaire ? Vous savez, la guerre, c'est du mouvement et du feu en permanence, donc il se passe plein de choses. Le problème, on n'est pas sur les grands mouvements, les grands déplacements tels qu'on aurait pu les imaginer au moment de la contre-offensive qui a commencé au mois de juin. Donc c'est vrai que longtemps, on a attendu que ce front soit percé, le front russe soit percé par les Ukrainiens. Ça s'est pas matérialisé. Donc aujourd'hui, structurellement, par la force des choses, au-delà de l'hiver, tout simplement, parce qu'il y a des problèmes d'effectifs, ils ont perdu énormément d'hommes, d'un côté comme de l'autre, mais les Ukrainiens particulièrement, parce qu'ils ont moins de soldats, par la force des choses, et puis deux, l'ensemble des matériels qui a été donné a été détruit. Combien il reste de léopards, combien il reste de canons César, etc., etc. Donc il faut reconstituer. Et le problème, l'hiver arrive là-dessus. Donc encore une fois, l'hiver est un prétexte, mais bien évidemment, on voit qu'aujourd'hui, ce front est stabilisé, et en aucun cas, l'Ukraine a les moyens de reprendre une offensive à court terme. C'est une guerre de position aujourd'hui, vous diriez ? C'est pire que ça, c'est 14-18. C'est qu'on est revenu sur un modèle totalement immobile, qui est totalement étrange avec les moyens technologiques, avec les moyens de détection, les moyens de frappe qu'on peut avoir. On est sur un modèle quasiment linéaire. Vous vous rendez compte que l'offensive ukrainienne a gagné quasiment qu'une dizaine de kilomètres, et dans la région de Robotyne, au centre du pays, qu'une dizaine de kilomètres. Vous vous rendez compte des pertes, combien de pertes ils ont eu 100 000 morts à peu près pour gagner 10 kilomètres. Alors justement, colonel, cette contre-offensive ukrainienne, elle a eu lieu à l'automne, elle a échoué. Pour quelle raison ? Vous savez, le problème, c'est qu'ils auraient pu gagner. Vous savez, le brouillard de la guerre fait qu'on ne sait jamais si on gagne ou si on perd. Ceci étant dit, quand on a perdu, c'est le cas des Ukrainiens. Aujourd'hui, on sait que cette contre-offensive est un échec. Alors, pourquoi ? Enfin, c'est ça. Pour moi, c'est assez simple. La première, je pense que les Ukrainiens ne sont pas lancés dans la bataille, je dirais, sans être dotés de tout ce qu'il fallait comme matériel. C'est le premier point. C'est compliqué, parce qu'en face, c'est la Russie. C'est pas un petit pays. En tout cas, c'est pas un pays de taille équivalente. C'est le premier point. Le deuxième point, ça c'est de la tactique pure, c'est qu'ils ont lancé une offensive sur 3 axes, une dans le nord, une dans le centre et une dans le sud, pour faire court. En fait, tous les manuels vont vous l'expliquer que c'est jamais sur 3 axes. C'est un axe prioritaire et un axe secondaire. Ça, c'est le premier point. Et le troisième point, la surprise. C'est incroyable. Je me rappelle les jours qui ont précédé, ou même les semaines qui ont précédé la contre-offensive, on voyait les Ukrainiens qui communiquaient sur la contre-offensive. Et le secret de la guerre, c'est l'initiative, c'est surprendre. Ils auraient dû surprendre à un moment donné et percer et exploiter. Et comme ils n'ont jamais réussi à percer, ils n'ont pas pu exploiter, ils en sont restés là. Il y a une espèce de front linéaire. Et là, ils sont tombés sur les Russes qui, effectivement, ont mené un combat défensif absolument très, très bien préparé, avec des champs de mines, avec des lignes de défense, avec une artillerie absolument incroyable. Alors, il y a une artillerie qui est assez rudimentaire, qui va tirer à 20 ou 30 kilomètres, qui est pas très précise. Mais il y a une telle densité, si vous voulez, que personne ne peut approcher. Donc, en fait, cette infanterie, ou cette arme ukrainienne n'a jamais pu percer. Et ça, c'est le résultat d'aujourd'hui, et qui va coûter très cher pour le moyen terme. Colonel de Jong, certains avaient cru voir, il y a quelques mois, notamment avec l'épisode des milices de Wagner, ils avaient cru voir un possible effondrement de l'armée russe. Aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité, ça. Ah non, c'est complètement incroyable. Enfin, personnellement, quand on regarde un peu ce que j'ai pu dire, j'ai jamais pensé que la Russie pouvait s'écrouler. J'ai toujours pensé que la Russie ne pouvait pas perdre. J'ai pas dit qu'elle pouvait gagner. C'est ça la nuance. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que c'est comme une superpuissance qui est dotée d'une armée pléthorique, avec une capacité à agir extrêmement, je dirais, à l'ancienne, entre guillemets. C'est qu'en fait, la comptabilité des pertes n'entre pas en jeu. Là, je vois la manœuvre russe, elle est d'une brutalité, d'une
simplicité qui est absolument incroyable. Mais le problème, c'est la loi du nombre. Vous savez, un rapport de force, c'est quoi? Un rapport de force favorable, c'est d'avoir plus d'hommes à un endroit donné, pendant un temps donné, pour faire quelque chose. Ce rapport de force a toujours été globalement favorable aux Russes. Toujours. Donc le vrai problème, c'est qu'encore une fois, c'est ça. Vous avez une armée conventionnelle qui est surdotée, et on voit très bien d'ailleurs qu'en termes économiques, qu'en termes de moyens, ils ont très bien manœuvré. On voit très bien que leurs arrières sont garantis par des Chinois, les Coréens, tout ce qu'on voudra. Donc si vous voulez, la manœuvre générale russe, elle n'a pas été mauvaise en soi. On a sous-estimé les capacités militaires russes, d'après vous? Vous savez, c'est toujours la même chose. Nous, on était clairement du côté ukrainien, et on l'est toujours par la force des choses. Il y a un côté européen. Donc on a toujours, vous savez, c'est toujours difficile dans un conflit d'avoir un regard qui soit distancié, qui soit froid sur votre ennemi ou sur votre adversaire. Et malheureusement, les Russes provoquent chez nous une espèce soit d'attirance qu'on n'arrive pas à expliquer, soit de recul qu'on n'arrive pas à expliquer. En fait, il fallait garder un regard froid. C'est une armée que, vous savez, la Russie possède les trois profondeurs stratégiques, industrielles, démographiques, géographique. C'est les trois profondeurs que n'a pas l'Ukraine. Donc, si vous voulez, le combat était inscrit d'avant. Donc, il fallait que l'Ukraine surprenne. Et malheureusement, l'Ukraine est rentrée dans une logique, dans une stratégie, ou même, on va dire, une tactique assez proche de celle des Russes. C'est qu'en fait, on monte à l'assaut. Rappelez-vous Bakhmout. Bakhmout est gagné, entre guillemets, par les Russes vers le mois de mai, le mois de juin 2023. Que font les Ukrainiens? Ils veulent reprendre Bakhmout. Ils se relancent. Je me suis dit, mais pourquoi font-ils ça? Ça sert à rien. Ils sont rentrés dans une espèce d'hubris, une espèce de prestige. Ils voulaient récupérer un des rares, un des rares faits d'armes qu'avaient gagné les Russes. Ils voulaient l'annihiler. C'est pas très grave, vous voyez. Donc il y a toute une série d'erreurs comme ça où ils sont usés. Il y a vraiment eu des erreurs stratégiques ukrainiennes. Celle-là, prendre Bakhmout, ça n'a vraiment strictement aucun intérêt. En plus, le fait de vouloir user les hommes, on voit bien d'ailleurs aujourd'hui, très concrètement, aujourd'hui il y a une vraie distanciation entre les militaires et le pouvoir politique. On voit bien que Zelensky, d'ailleurs, aujourd'hui a poussé, et que les militaires, si vous voulez, aujourd'hui sont plutôt sur Zaloujny et plutôt sur un modèle, on réfléchit avant d'y aller. Oui, il y a des dissensions internes aujourd'hui en Ukraine. Ah, c'est très fort, bien évidemment. Vous vous rendez compte imaginons qu'ils ont eu 100 000 morts. À mon avis, ils sont pas très loin de ça. Ils ont quasiment plus de matériel. C'est vraiment compliqué. Le deuxième point, c'est que se dire, et puis vous avez les Russes qui bougent toujours, qui disent, non, pas du tout, on va peut-être faire des choses. Kupiansk dans le nord, vous avez une offensive aujourd'hui à Dvitka, il se passe plein de choses. Donc, ils se disent, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, de l'autre côté, vous avez comme les alliés, l'OTAN principalement, qui, les élections américaines de 2024, où les Américains sont moins allants sur le sujet, d'autant qu'ils sont très pris par les affaires au Moyen-Orient, premier point. Puis les Européens disent, on veut bien, mais l'impact, si vous voulez, budgétaire, l'impact sur nos armées, l'armée européenne, combien de chars César avons-nous donné? Je l'imagine au moins une trentaine. Ces livraisons d'armes, elles continuent, par ailleurs. Oui, mais l'Europe continue à fournir des Oui, armes on fournit, mais le problème, c'est que ça s'est ralenti, parce qu'il faut reconstruire. On n'a pas l'outil industriel pour fabriquer autant de missiles qu'il faut, d'autant qu'un missile, ça vaut des sommes incroyables. Donc les coûts, si vous voulez, généraux, sont, si vous voulez, hors de commun par rapport, si vous voulez, à l'efficacité politique ou militaire. Donc aujourd'hui, les Européens, je pense, se disent, écoutez, on dit aux Ukrainiens, écoutez, on va voir, on va réfléchir, on va économiser, on va réfléchir à tout ça. On va arrêter de se lancer par vagues successives, et puis nos matériels, encore une fois, je prends l'exemple des Césars. On en avait 78, on en a donné une trentaine, il en reste une cinquantaine. Est-ce que notre armée française a récupéré les 30 Césars qui ont été donnés aux Ukrainiens? J'imagine que non. Je voudrais voir avec vous aussi, colonel De Jong, quelles pourraient être les conséquences pour la Russie, et je vous propose d'écouter notre collègue Isabelle Lasserre à ce sujet. C'est l'extrait d'un factu de notre collègue François Carpentier. La seule chose qui soit certaine, c'est que on voit pas une victoire claire de la Russie à long terme. C'est-à-dire que même si la Russie arrive à conserver les territoires qu'elle a aujourd'hui, elle sortira de cette aventure militaire tellement affaiblie qu'il y aura forcément des conséquences un jour politiques à Moscou. Et vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site du Figaro. Son titre, l'Ukraine a-t-elle définitivement perdu la guerre? Colonel De Jong, quid des conséquences de cette guerre en Russie? Exactement l'inverse de ce qu'il vient de dire. Enfin, c'est mon avis de militaire, c'est pas mon avis de journaliste, bien évidemment. Vous n'êtes pas d'accord avec Isabelle Non, je suis pas Lasserre. d'accord parce que je pense que celui qui gagne réécrit toujours l'histoire. Et donc, concrètement, si la Russie reste sur les positions actuelles, elle a gagné puisqu'elle a gagné du territoire. Et rappelez-vous le discours de Lavrov il y a quelques jours, hier ou avant-hier, qui est un discours extrêmement bizarre, où il a mis un discours vis-à-vis des Européens ou des Occidentaux en leur disant qu'on veut une pause, quelque part on voudrait que ça se stabilise, et Lavrov dit très concrètement
concrètement, notre objectif n'est pas d'aller en Europe. Mais il dit pas que c'est pas de prendre l'ensemble de l'Ukraine. Donc, si vous voulez, il a un discours qui est quand même très, très ambigu. Deuxième point, le pouvoir en Russie est un pouvoir autocratique, un pouvoir central, un pouvoir qui n'est pas remis en cause. Et moi, j'imagine qu'il y a pas de débranlement, si vous voulez. Alors, bien sûr, par-ci, par-là, il peut y avoir des discussions, etc. Mais je vois pas de débranlement fondamental. Moi, je vois très bien une Russie très bien stabilisée et qui peut durer comme ça un certain nombre d'années. Encore une fois, je pense que l'impact aujourd'hui de cette guerre touche davantage l'Ukraine que la Russie, loin s'en faut. Colonel, c'est une question qu'on a évité de poser durant longtemps, mais au vu de ce que vous nous dites, est-ce que vous pensez que l'Ukraine pourrait perdre cette guerre ? Alors, c'est exactement l'inverse. Non, elle ne peut pas perdre la guerre. Pourquoi ? Parce que l'Europe ne peut pas l'abandonner. Les États-Unis vont pas l'abandonner. Donc, en fait, la Kiev seule pourrait être prise concrètement, par exemple. Non, ça me paraît un peu trop lourd. Enfin, en tout cas pas à court terme. Et de toute façon, je ne suis pas devin. Donc ça, je peux pas le dire. Par contre, ce qui est sûr, on peut avoir affaire à une espèce de front chaud qui durerait un certain nombre de mois, voire d'années. Vous savez, depuis 2014, ils sont face à face. Ça peut durer encore pendant 10 ou 15 ans. Donc ça pourrait être une guerre qui pourrirait avec les années, avec un front qui serait un peu mouvant, mais qui resterait chaud. Et dans lequel nous Européens, on y trouverait un intérêt. C'est qu'en fait, une stabilisation, on s'occuperait des Russes tranquillement, et je pense que quelque part, ça nous arrangerait. En tout cas, il y aurait moins de pertes, moins de destruction, ça coûterait moins cher. On essaierait de trouver dans le moyen terme une solution politique. Parce que pour l'instant, dans cette guerre, on parle jamais de diplomatie, jamais de politique. On est vraiment deux masses guerrières l'une contre l'autre. On est sur un modèle totalement médiéval. C'est absolument incroyable. Est-ce que cette situation ne serait pas risquée pour l'Europe d'avoir un front ouvert à peine quelques centaines de kilomètres des frontières de l'Union européenne? Depuis 2014, c'était déjà le cas. Donc, très concrètement, il n'y aura pas de changement majeur. Mais encore une fois, le problème, c'est que, vous savez, dans une guerre, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Aujourd'hui, on voit bien que l'Europe, très concrètement, malgré tout ce qu'on a pu faire, les mesures de coercition contre la Russie, l'armement livré, ça n'a pas fonctionné. La Russie, c'est une énorme boutique. Le système fonctionne, etc. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que dans les options potentielles, il y a une option front chaud, telle que je viens de l'évoquer, qui peut durer un certain nombre d'années. Mais une option front chaud avec offensive russe. Kupiansk dans le nord, c'est tous les matins, je me dis, ils vont essayer de foncer vers Hostomel et rejouer la même séquence sur Kiev. Pourquoi ? Parce que pourquoi ne voudraient-ils pas conquérir la rive gauche du Dniepr ? Aujourd'hui, ils ont que le sud. Et pourquoi ils le feraient pas ? J'ai pas dit que c'était possible. Je dis que c'est dans les hypothèses, il n'est pas impensable que les Russes veulent s'appuyer sur une coupure en disant, nous, notre objectif politique, militaire, tactique, il est sur le Dniepr. Et on ferait quoi ? Je peux pas vous dire. Encore une fois, je pense qu'on a plus intérêt aujourd'hui à une stabilisation plutôt qu'avoir des offensives comme ça successives. Demain matin, en tout état de cause, les Ukrainiens ne sont pas prêts à une contre-offensive demain matin, ni même au printemps. Colonel, une dernière question, parce qu'on en parle beaucoup pour ces derniers jours, à chaque attaque de la Russie. La Russie utilise de plus en plus des drones pour attaquer. Pour quelles raisons ? Parce qu'ils ont appris des Ukrainiens, tout simplement, parce qu'ils n'en avaient pas, ils ont appris. Et non seulement des drones aériens, mais des drones navals. Ils en produisent en grand nombre. C'est plus efficace ? Ben oui, ils ont subi. Je veux dire qu'ils ont appris, ils se sont pris plein la tête pour faire court. Donc aujourd'hui, ils ont l'outil industriel qui peut le faire. Et donc on va vers un modèle avec de guerre des drones. Mais ça, c'est les guerres de demain, c'est les guerres d'aujourd'hui, où la technologie, si vous voulez, remplace les hommes. Les pertes ont été considérables. Les Russes ont très bien compris qu'ils étaient capables de fabriquer des drones navals. Et vous allez voir qu'il y aura des batailles navales avec des drones, uniquement avec des drones. Comme demain matin, il y aura des drones tueurs de drones, par la force des choses. Mais ça, c'est des guerres monstrueuses, ou des guerres où les hommes disparaissent, sont derrière les écrans. Et encore une fois, cette guerre en Ukraine est vraiment une espèce de champ d'expérimentation de ces nouveaux conflits. Eh bien, merci beaucoup, colonel Père de Jong. Je rappelle que vous êtes également le vice-président de l'Institut Thémis. Merci de nous avoir partagé ce soir votre point de vue.